prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci d'être avec nous depuis ce matin, dans le cadre de cette matinale. Notre docteur préféré, docteur Aka Félix, s'est installé. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous parlons de l'alimentation anti-cholestérol. En effet, Mariam, ce matin, je voudrais partager ce que c'est que l'alimentation anti-cholestérol. C'est une alimentation qui va nous apporter donc du bon cholestérol. Il y a du bon cholestérol puis il y a du mauvais cholestérol. Maintenant, le cholestérol, c'est quoi? Le cholestérol, c'est une substance grasse qui participe à l'élaboration, à la fabrication de toutes les cellules et de toutes les hormones dans le corps. Donc, quand on voit cholestérol, on ne doit pas tout de suite voir quelque chose d'affolant ou quelque chose de dangereux. Le cholestérol nous est apporté par l'alimentation. Maintenant, le foie, qui est un peu comme notre Premier ministre, lui fabrique la majeure partie du cholestérol. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si on ne fait pas, on n'introduit pas beaucoup comment on appelle, de cholestérol par l'alimentation, le cholestérol, le foie en fabrique. Si on introduit beaucoup, il en fabrique moins. Il va stocker. OK? Et donc, il y a une répartition qui se fait au niveau des cholestérols. Les matières grasses animales, que ce soit les œufs, que ce soit le lait entier, que ce soit les abats, que ce soit la charcuterie, que ce soit tout ce qui est friture, donc peut nous amener du mauvais cholestérol. C'est du cholestérol, c'est bon. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour les organes génitaux, c'est bon pour le cerveau. Mais on peut, si on mange ces aliments-là régulièrement et qu'on n'introduit pas du cholestérol de bonne qualité qu'on trouve dans les huiles végétales, dans les margarines, c'est là-bas qu'on trouve le bon cholestérol. Si on prend par exemple le bon cholestérol dans les fritures, il devient mauvais cholestérol. Si on prend de l'huile qui est de bonne qualité qu'on va frire, on va abîmer cette huile, donc on va fabriquer du mauvais cholestérol. Et donc le bon cholestérol, c'est celui-là qu'on appelle le HDL, c'est-à-dire c'est le High Density Lipoprotein. Donc le cholestérol, lui, il est apporté par les viandes et puis par les graisses, c'est-à-dire par les viandes et puis par les graisses. Donc on dit lipoprotéines. Donc les lipides et puis les protéines. Le cholestérol est apporté par ceux-là. Maintenant, comment faire pour équilibrer cela? Premièrement, il faut faire son analyse pour savoir si on a un taux de cholestérol élevé ou pas. Et puis, si on a un bon cholestérol, tant mieux. Si on a un mauvais cholestérol, il faut faire attention parce que le mauvais cholestérol peut nous amener à avoir des accidents dans le corps. On peut avoir un accident au niveau du cœur, les artères coronaires, c'est-à-dire les tuyaux qui arrivent sur le cœur, peuvent commencer par se boucher. On peut faire donc un infarctus du myocarde. Mais docteur, avant d'aller aussi loin, je voudrais qu'on revienne sur le bon et le mauvais cholestérol. Tout à l'heure, vous avez parlé d'abat. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas favoriser, par exemple, une soupe de tripes. On peut manger une tripe, on peut manger les tripes, on peut manger les tripes toute la vie. Si on mange ça une fois, Mariam, dans la semaine, ça ne va pas nous tuer. D'accord. Si on mange la pâtisserie une fois dans la semaine, ça ne va pas nous tuer. Un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat, ça ne va pas nous tuer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on en fait une alimentation quotidienne. On mange ça une fois en passant, il n'y a pas de problème. Et tous les matins, au petit déjeuner, un éclair. Oui, c'est-à-dire que si par exemple, on prend un petit déjeuner à l'éclair aujourd'hui, demain on mangera des fruits. Après on mangera un morceau de pain complet. Donc la variété s'impose. D'accord. Voilà. Et donc on va amener dans son corps des éléments qui vont nourrir toutes les cellules. Mais si on se limite à faire tous les matins un grand morceau de pain comme ça, avec du beurre animal, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de cholestérol. Quand vous prenez une cuillerée à soupe de beurre animal, que vous mettez ça dans votre pain, c'est à peu près 68% de cholestérol que vous introduisez dans le corps. Donc, ce qu'il faut faire... Mais le beurre animal, c'est ce qu'on trouve partout. On le trouve dans tout ce qui est matière grasse. La margarine, tout ça, c'est du beurre animal. Voilà, tout ce qui... Si on prend le lait, il y a du graisse dedans, c'est animal. Si on prend les viandes grasses, il y a du cholestérol dedans. Si on prend les pâtisseries, il y a du cholestérol dedans. Parce qu'en général, quand on fait les pâtisseries, les gens ne le font pas souvent avec la margarine, ils ne font pas souvent les huiles végétales, ils font souvent le beurre animal. C'est moins cher aussi. Oui, quand vous prenez des croissants, quand vous prenez tout ce qui est viennoiserie, comme on dit, pâtisserie, souvent les gens n'utilisent pas le beurre végétal, ils utilisent le beurre animal. Bon, certains pâtissiers commencent à comprendre qu'il faut utiliser le beurre végétal. Oui. OK? Mais le problème n'est pas là. Le problème est que si on reste dans une alimentation où il y a toujours du mauvais cholestérol, je veux dire du cholestérol qui est apporté par les matières grasses animales, c'est sûr qu'on court des risques de faire des maladies. D'accord. Voilà. Maintenant, je reviens sur, par exemple, le bon cholestérol. Est-ce que, par exemple, il faut favoriser pour une salade ou même pour faire frire une côte de bœuf, est-ce qu'il faut favoriser l'huile de colza, l'huile
végétales, Bien sûr, par c'est les huiles exemple, végétales. ou bien l'huile d'olive. Oui, tout ça c'est végétal, ma chère Mariam. Oui. Colza c'est végétal, tournesol c'est végétal, maïs c'est végétal, arachide c'est végétal, olive c'est végétal. Voilà ces huiles-là. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est l'huile de palme. L'huile de palme aussi c'est végétal. Ok, donc toutes les huiles sont bonnes. Toutes les huiles végétales sont bonnes, mais lorsqu'on va les chauffer, lorsqu'on va les surchauffer, ou on va les réchauffer, comme par exemple on fait la friture, Oui. là ça commence à devenir dangereux. Alors, si on mange donc un plat de friture, il faut faire des compensations en utilisant de l'oignon, qui sont des antioxydants, de l'ail, qui sont des antioxydants, des légumes, qui sont des antioxydants. Du coup, on va faire des compensations pour contrebalancer un peu ces excès de corps gras saturés qui, s'ils sont répétés régulièrement et qui ne sont pas nettoyés par les fruits, par les légumes, qui sont des aliments nettoyeurs, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir la porte à un dépôt de cholestérol dans les artères, les plaques, ce que les gens appellent l'athérome. Et donc, les artères vont commencer par se réduire. Le sang aura du mal à passer au travers des artères. Et s'il a du mal, à un moment, si l'artère se ferme, le sang ne circule plus et les cellules vont mourir à ce niveau-là. Et donc, on fait un accident, soit au niveau de la tête, AVC, accident vasculaire cérébral, soit au niveau du cœur, artérite, donc coronarite. On voit donc l'inflammation des coronaires, ou bien le membre inférieur, les artères. Et quand la personne s'en sort vivante, elle est hémiplégique, c'est ça? Ben, ça vient de cette mauvaise alimentation. Quand vous voyez tous les gens qui font un accident vasculaire ou qui font une hémiplégie, c'est l'alimentation. Les cellules cérébrales, les neurones, ne sont pas oxygénés. Or, pour oxygéner les cellules cérébrales, soit la respiration qu'on fait, ou bien l'alimentation crue. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. D'accord. Il y a une image que j'ai toujours eue à l'esprit, vous allez me dire si j'ai raison. Quand je pense à ce que vous dites, j'imagine quand on verse de la sauce arachide ou de la sauce graine dans un lavabo, on voit les dépôts de gras comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça bouche les artères? Oui, Marie, puisque le gras existe dans la graine, le gras existe dans l'arachide. Mais si vous prenez une fois la sauce graine dans la semaine, ou 2 fois la sauce graine, ou 2 fois la sauce arachide, ce n'est pas ça qui va poser problème. Et il faut pouvoir faire la variété. Si vous mangez que sauce graine, sauce graine, sauce graine toute la semaine, vous préparez le lit à certaines maladies, l'hypertension, le diabète, et puis les AVC, les accidents vasculaires cérébraux dont la médecine parle aujourd'hui, avec grand renfort. Ce qu'il faut faire, quand on fait cela, il faut faire un peu de sport, il faut marcher. Voilà, le ministère de la Santé en a fait des échos, des grandes pancartes qu'on met dans toutes les écoles et tout ça. Il faut marcher au moins 30-40 minutes, peut-être par jour, tous les 2 jours. Il faut que ça bouge. Et puis, il ne faut pas oublier l'alimentation anti-cholestérol, c'est d'abord les fruits et les légumes, qui sont des antioxydants, qui vont nous apporter des caroténoïdes, qui vont nous apporter des polyphénols. Ce sont des éléments qui agissent sur l'ensemble du corps. Et dès qu'on fait cela, on mange une friture ici à un restaurant, c'est pas grave, Mariam, ça ne va pas tuer du tout. Voilà, vous allez vous faire un bon gueuleton, ça ne va pas vous tuer. De lendemain matin, vous savez compenser. Voilà, mais si vous êtes dans une démarche pendant une semaine, pendant 1 mois, pendant 1 an, vous n'avez pas mangé un seul fruit, un seul légume, que vous êtes dans les aliments cuits et gras, c'est sûr que vous préparez votre organisme à certaines pathologies. Docteur, je vous écoute parler et puis je me dis, je suis dans une semaine où j'ai envie d'aller au restaurant. Oui. Donc tous les soirs, je vais au restaurant. Mais pour me donner bonne conscience ou bien pour faire des efforts, à la fin du repas, je demande un thé amincissant, à la verveine, au citron. C'est très bon. Parce que si l'alimentation a été assez compliquée, assez lourde, en buvant un thé à la verveine ou un thé à la menthe, vous allez faciliter la digestion. Maintenant, vous, ce que vous devez faire le lendemain matin, c'est de compenser avec des jus de citron, des jus de pamplemousse. Il faut toujours des antioxydants par rapport à ce qu'on a pris la veille. Quand vous faites cela, vous panachez, il n'y a pas de problème. Et si je prends un alcool, un bon cognac, en me disant que ça aide ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème, mais toujours avec modération. Vous savez, quand on dit aux gens, boire un verre de bière, ils boivent comme ça. Quand vous dites aux gens, buvez un verre de vin, ils boivent comme ça, toute la bouteille. Alors qu'en mangeant et en prenant un verre de vin rouge, j'en ai parlé ici avec vous, un verre de vin rouge, le merlot, le syrah, le tanat, qui sont des vins antioxydants, vous allez disloquer les corps gras. Quand on va prendre dans un restaurant, on mange un bon repas où il y a beaucoup d'huile, on boit le moelleux. Le moelleux, c'est le vin blanc ou le vin rosé. On va boire le moelleux et ça va casser les graisses. C'est comme ça qu'on sait que dans la région de Marseille, le sud de la France, les médecins ont fait une expérience, les médecins français ont fait une expérience pour voir pourquoi est-ce que les gens qui sont dans cette région n'ont pas de problème cardiovasculaire. Mais on a constaté qu'ils mangeaient grassouillés, ils mangeaient beaucoup de gras, mais ils buvaient un verre de vin tous les jours au repas. Or, le vin est un antioxydant. Tous les cardiologues le savent. Donc, en prenant un verre de vin, pour ceux qui en prennent,
vous protégez votre cœur, vous protégez votre cerveau. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre à la place? Les musulmans, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre à la Non, place? moi, je voulais parler là des qualités scientifiques reconnues du vin. Non, maintenant, d'accord, le musulman qui ne boit pas du vin, il peut manger des fruits, il peut manger des légumes, c'est-à-dire il peut introduire beaucoup de légumes en tête de repas avant de manger des aliments cuits, il va faire la compensation. D'accord. Mais et pendant le repas, par exemple, on aime bien le tchèp, le bon tchèp blanc avec du bon poisson. Vous mangez votre bon tchèp. Oui, mais est-ce qu'on peut dedans découper... Est-ce que ça aura le même effet si pendant qu'on mange bien le tchèp, on met par-dessus des légumes en même temps? Si on sait que le corps gras qui se trouve dans le tchèp peut, à la longue, parce qu'il y a des gens qui mangent tous les jours du tchèp, hein, je pense à une fois, deux fois dans la semaine. Quand ils mangent tous les jours du tchèp, qu'est-ce qui va se passer? On va laisser beaucoup de gras dans le corps. Et puis c'est comme ça qu'il y en a qui prennent beaucoup de poids. Il y en a qui commencent à sentir que le cœur ne fonctionne pas bien. Il y en a qui sont lourds au réveil. Tout ça, il faut tout de suite réformer l'hygiène alimentaire. On va manger son tchèp, mais il faut commencer à casser les graisses qu'il y a dans le tchèp en mettant beaucoup d'oignons. D'accord. À l'état cru, vous mélangez cela, ça aura un bon parfum, de l'ail aussi, qui sont antioxydants. Surtout l'ail et puis l'oignon agissent bien sur les artères pour nettoyer les artères. Et le citron qu'on verse là-dessus? Pas de citron. Quand on mange, on ne met pas de citron sur le riz. Si on met le citron sur le riz, on augmente les fermentations et on provoque encore d'autres dégâts. On se disait que le citron a un côté... on a l'impression que ça... Oui, il a un côté nettoyeur, mais pas sur le riz, pas sur la viande, pas sur le pain, pas sur les aliments cuits. Mais est-ce qu'après avoir mangé, maintenant, on boit un verre avec du citron dedans? On boit un verre de citron 1h30, 2 heures avant le repas, mais je préfère encore qu'on boive ça 3 heures après le repas. Comme ça, s'il y a eu des graisses qui ont été laissées, le citron, par ses molécules, va travailler pour nettoyer les artères. Voilà. Sinon, manger un bon plat de tchèp, ce n'est pas interdit. Mais ne pas mettre du citron sur le tchèp. Et pourtant, je vois des gens qui disent, c'est gras. Oui, Mariam, c'est terrible. C'est comme ça. C'est ça la biochimie. Un bon Sénégalais, il ne peut pas manger sans mettre des citrons. Et les Ivoiriens s'y mettent aussi. C'est vrai. Si la tradition gastronomique ne peut pas s'allier à la santé, alors elle n'est pas une tradition. Moi, je pense qu'on peut allier gastronomie et santé. On va manger un bon tchèp, on mange, mais on ne met pas de citron dessus. On boira son citron 3 heures, 4 heures après. Il n'y a pas de problème. Mais et les feuilles qu'on met à côté, le da, le sumbara, tout ça? C'est bon. Le sumbala, c'est végétal. Tout à fait. La fermentation du sumbala va exalter des éléments qui vont agir sur la région du cœur. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les hypertendus mangent du sumbala. Voilà, c'est végétal. Et on connaît cette plante comme étant un élément antioxydant et en même temps agissant sur les artères, donc protégeant le cœur aussi. Et les feuilles de da acidulées? Tout ça, c'est bon. Je vous assure, si vous faites une sauce, que vous mettez tous les végétaux dedans, c'est la sauce idéale. Moi, j'appellerais ça la sauce royale. Parce que vous avez tous les végétaux, la digestion sera meilleure, et puis vous allez bien digérer, vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas lourd. Mais si vous avez mangé un bon tchèp et puis vous êtes lourd à la fin, vous dites, j'ai bien mangé, mais. S'il y a mais, donc vous n'avez pas bien mangé. D'accord. Maintenant, quand on finit de manger, les plats africains, notamment sénégalais, on aime bien avoir un petit verre de hataï, qui est rempli de sucre d'ailleurs. Le thé est un antioxydant. Mais et le sucre qui est dedans? Parce que quand on voit faire... lever le sucre. Ah, voilà. Ça n'a plus le même goût? Si, on prend le thé hataï avec le sucre ou le miel en dehors des repas. Si on l'a fait une fois en mangeant, une fois un thé avec du sucre, c'est pas grave. Mais si on le fait tous les jours, on perturbe la digestion. Non, mais tous les jours, après le repas, dès qu'on finit de manger, on perturbe la digestion. avant de rôter, on prend... Non. Une heure avant, on peut prendre. 3 heures après, on peut boire le thé à taille avec du miel ou du sucre, il n'y a pas de problème. Mais le sucre pose problème sur les aliments cuits, sur la viande, sur le poisson, putréfaction. Le citron, sur le riz ou sur la tchéké, comme certains le font mettre du citron, tout ça, c'est fermentation excessive. Bon verre de bissap pendant qu'on mange, c'est pas bon. Un verre de bissap avec du sucre, c'est le sucre qui pose problème, mais c'est pas le bissap. Oui, mais c'est pas bon sans sucre. c'est pas chic sans sucre. C'est le sucre qui pose problème. Sinon, pour se faire plaisir, on peut manger un bon repas et puis mettre son bissap ou bien son yamakou et tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais on ne fait pas ça tous les jours. Hein. Une fois en passant, mais il ne faut pas s'arrêter. D'accord. Voilà. Avant de vous permettre de conclure, je voudrais revenir sur les huiles. Quand on va au supermarché, ça m'a toujours impressionné. Il y a l'huile qui est très foncée. Oui. Jusqu'à une huile beaucoup plus claire, jusqu'à passer à une huile verte qui est l'huile d'olive. Mais j'avais l'impression qu'en regardant les huiles, pour prendre celle qui est la moins grasse, il fallait prendre une huile claire. Ça c'est ce qu'on nous a... Toutes les huiles sont grasses. Toutes elles sont grasses, mais toutes les huiles n'ont pas les mêmes acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés. Ce sont des éléments qui sont dans les huiles qui font d'une huile bonne ou d'une huile plus ou moins bonne. Donc, si vous prenez par exemple de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide, ça c'est des monoinsaturés. C'est par rapport aux acides gras. Si vous prenez par exemple le tournesol, le maïs, le colza, ça c'est des polyinsaturés. Par exemple, quand vous prenez l'huile de poisson des mers froides, on dit oméga 3. Ce sont des substances qu'on trouve dans l'huile de poisson des mers froides qui vont protéger votre cœur,
qui vont protéger votre cerveau. Ça, on le sait aujourd'hui. On vend même on vend des gélules de oméga 3 dans les pharmacies, dans les maisons spécialisées. Maintenant, toutes les huiles, oméga 6, les huiles d'olive, oméga chose 9, les huiles de maïs et tout ça, sont aussi des substances qui existent dans ces huiles-là que l'on peut utiliser pour sa santé et pour protéger son cœur. Donc, si on sait panacher tout cela, par exemple, moi, je ne conseillerais pas d'utiliser l'huile d'olive pour faire la friture. Il faut utiliser l'huile ordinaire pour faire la friture. Mais l'huile d'arachide est trop précieuse. Lorsqu'on va l'utiliser en friture, on va bousiller tout ce qui est bon dedans. Or, une goutte d'huile d'olive avec la trioléine qu'il y a dedans, c'est semblable aux graisses qu'il y a dans le corps humain. Donc, lorsque vous allez manger une grosse assiette de légumes et que vous allez introduire de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, c'est ce que nous recommandons, une grosse cuillère de chaque, vous apportez des omégas qui viennent rendre les artères souples, qui viennent faire fonctionner l'organisme. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai une dernière question. Voilà. Et si j'achetais une plaque en matière Tefal, ou bien j'achetais une poêle Tefal, c'est-à-dire les poêles qui ne collent pas. Les poêles Tefal, oui. Et puis le fond est gris ou bien noir comme ça, puis on sent qu'il y a une couche pellicule dessus. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que vous avez dit qu'on a besoin d'huile dans l'organisme. Oui, on a besoin d'huile, mais si si je fuis l'huile en permanence? Mariam, si on a déjà du gras dans le foie, on n'a plus besoin de mettre beaucoup d'huile pour faire la friture. Vous savez, les poêles Tefal sont faites pour faire des choses plus sèches. On fait par exemple un morceau d'œuf, on fait une omelette séchée, on fait une chose... une côte même de quelque chose. Voilà. Une côte de bœuf, une côte de... Voilà, donc quand c'est fait pour qu'on prenne le moins d'huile. D'ailleurs, c'est très bien. Maintenant, quand on va prendre de l'huile, il faut toujours mettre des antioxydants. Beaucoup d'oignons, beaucoup de tomates, beaucoup d'ail à côté pour compenser. Voilà, si vous faites comme ça, vous faites 50-50. Voilà, vous allez équilibrer cela et ce sera moins dangereux pour les artères. Mais il y a des gens qui ne mangent pas des fruits, qui ne mangent pas des légumes dans l'année. J'ai connu des gens qui ne jamais mangé cela. Ceux-là sont exposés à des dangers parce que tout simplement, ils ne savent pas que les fruits apportent des éléments pour nettoyer les artères, que les légumes aussi apportent cela. Regardez par exemple quand le professeur Renaud de Nancy en France parle de l'alimentation méditerranéenne. C'est quoi? C'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, du poisson, de l'huile d'olive, des pâtes complètes. Il a fait cette expérience pendant 3 ans sur une population. Qu'est-ce qui ressort? Que ceux qui mangent cette façon-là, où il y a beaucoup de choses d'acides gras, polyinsaturés, l'huile d'olive et tout ça, qui mangent du poisson, qui le remplace la viande par le poisson, on peut manger du poisson maigre, on peut manger de la viande maigre. Mais ceux qui vont manger cela et qui vont trouver beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, font baisser toute cause de pathologie confondue de 50%. Wow. Oui, c'est les travaux d'un grand monsieur, des gens du Centre national de la recherche scientifique en France, ils ont montré cela. Maintenant, il faut faire passer cela. Il faut faire passer cela. Voilà. Donc, si on introduit beaucoup de fruits, ou suffisamment de fruits, suffisamment de légumes dans notre alimentation, et qu'on sait privilégier les aliments complets, les pâtes complets, le riz complet, l'igname, la pomme de terre, qui sont complets, qui n'ont pas été traficotés, c'est sûr qu'on va protéger son organisme et sa santé. Mais si on ne le fait pas, on va ouvrir la porte à toutes sortes de maladies. Demain, quand vous avez une hypertension, il faut d'abord corriger l'hygiène alimentaire, puis corriger l'hygiène de vie. Si vous fumez, il faut commencer à réduire la cigarette, voire l'enlever, parce que le tabac aussi est un des risques au niveau des problèmes du cœur. Si vous, vous mangez trop gras, il faut commencer à réduire. Voilà. Donc, tout est permis, mais rien n'est permis. Tout à fait. Il faut vraiment, c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire en permanence, il faut faire attention. Ça fait 35 ans, Mariam, 35 ans que je regarde ça. Je regarde les gens qui viennent me voir, qui posent leur problème. On fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Quand ils font, paf, ils sont libérés. Ils sont libérés. Voilà. Mais, docteur, dernière question. Oui. Les fruits. Est-ce qu'on peut manger tous les fruits? Parce que j'ai l'impression qu'une mangue bien mûre, bien moelleuse, bien sûr, est trop riche par rapport à une pomme, par exemple. Non, elle est trop riche par rapport à quoi? Elle a bien mûri. Les substances organo-minérales ont atteint leur maximum d'efficacité. Si vous mangez une mangue verte, ça n'a pas le même effet qu'une mangue mûre. Mais c'est pas chic. Voilà. Le goût n'est pas... C'est pas ça. La mangue verte est plus douce, comme vous dites. Non, elle est plus acide. La mangue bien mûre, bien molle. Elle est plus douce. Oui, elle est plus douce. Oui, elle est plus douce que la mangue verte. Oui. Ça va de soi. Oui. La mangue verte n'a pas atteint sa maturité. Donc, si vous mangez une mangue verte, c'est plutôt pour aider à couper les diarrhées. Quand on mange une mangue verte, c'est pour couper les diarrhées. D'accord. Voilà, vous mangez une mangue verte, vous coupez la diarrhée. Vous mangez une mangue verte, vous allez chasser les vers qui sont dans le tube digestif. Vous mangez une mangue verte. Chez la femme, elle peut calmer ses règles douloureuses en mangeant la mangue verte. Comme j'en parlais ici il y a 15 jours de l'ananas vert, il y a une action sur les règles de la femme, les aménorrhées. Donc l'alimentation, comment on place là, va agir en tant que médicament. C'est pour ça qu'on dit que c'est un alicament. Voilà, vous avez compris. C'est intéressant. D'accord. Non, c'est tellement passionnant que j'en oublie le temps. Oui. Mais je suis contente parce qu'on ne m'a pas rappelé à l'ordre dans l'oreillette. Donc la dernière des dernières questions. Oui.
Alors, je voulais vous demander, donc, est-ce que je peux privilégier la mangue mûre, que je préfère à la pomme, par exemple? Est-ce que je peux privilégier les raisins, que je préfère à la poire ou bien à l'ananas? Mariam, si vous mangez, par exemple, vous faites une journée, vous mangez le matin la mangue, à midi les raisins, le soir les oranges, vous faites ce qu'on appelle une monodiète. Vous mangez un seul type d'aliment. D'accord. Ça, c'est très bien pour l'ensemble du corps. D'ailleurs, tout le monde devrait en faire. Il y a beaucoup de mangues actuellement, il y a beaucoup de fruits. Actuellement, tout le monde devrait en faire. Raisin, si vous avez les moyens, ou bien poire, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous mangez ce que vous pouvez manger. Mais si vous pouvez faire une monodiète toute la journée, par exemple, manger raisin, le matin à midi, pomme, le soir, mangue, mais votre organisme sera content. Il y a des gens, quand ils vont manger comme ça, automatiquement vont déclencher une diarrhée. Pourquoi? Parce que l'organisme trouve les éléments pour nettoyer le tube digestif qui est embourbé par une alimentation trop cuite. D'accord. Voilà. Chaque fois que vous allez manger des fruits, que vous allez avoir une réaction, ne vous inquiétez pas. Le corps, dans sa tentative d'évacuation des impuretés, va nettoyer ce qu'il doit nettoyer. Et puis dès que c'est nettoyé, la vie reprend son cours. Donc, il faut favoriser la diarrhée. Il faut favoriser la diarrhée. Lorsqu'on rend, Oui. quand on vomit ou Quand quand on on a la vomit, diarrhée, c'est une réaction de l'erreur, défense du corps. c'est d'arrêter cette diarrhée ou d'arrêter le vomissement. Bien sûr, Il faut laisser... si on vomit, c'est une réaction de défense du corps. Si on transpire excessivement, c'est une réaction du corps. Si on fait une diarrhée, c'est une réaction du corps. Maintenant, moi, par exemple, surtout si j'ai une diarrhée, je suis content. Je dis vive la diarrhée. Parce que je vais évacuer tout ce que j'ai pu Mais nous, on a manger. peur. On se dit qu'on va être déshydraté et que ce qu'on a avalé... C'est parce qu'on ne sait pas comment la diarrhée arrive. Quand on a accumulé pendant de nombreux mois, de nombreuses années des impuretés dans le corps va déclencher une diarrhée. D'accord. Quand il déclenche la diarrhée, on ne doit pas s'affoler. On doit commencer à boire beaucoup d'eau, on se réhydrate, on doit boire de l'eau citronnée, on doit manger des fruits. La diarrhée va partir comme elle est venue. Mais si on n'a pas compris cela, on veut contrecarrer la diarrhée. Donc on va contrecarrer l'action biologique du corps. Et le corps va réagir autrement. Okay. C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont chercher à soigner le diarrhée et puis ils vont avoir d'autres problèmes. Parce que, mais je soigne ma diarrhée depuis ça ne s'arrête pas. Oui, parce que le corps veut évacuer les impuretés. Donc, il faut réhydrater. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau citronnée. Il faut boire des jus de fruits. Je vous assure, 35 ans de pratique, quand vous faites comme ça fonctionne. Ça fonctionne non, comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'on s'abreuve à votre savoir. Oui. C'est impressionnant. Voilà. Avant qu'on ne me rappelle à l'ordre, et puis on ne va pas non plus exagérer, nous sommes déjà au terme donc, de cet entretien. Votre mot de fin? Ben, je suis très heureux, Mariam. Tous les 15 jours, vous me retrouvez là. Vous ouvrez un débat où je peux échanger, où je peux aller un peu plus loin. C'est ce que moi j'attends. Voilà. Il y a une culture que j'ai dans la tête. Il faut que je la fasse partager. Tout à fait. Voilà. Il faut que je la fasse partager. La partager, ça ne sert à rien. Je vais tous les jours faire une petite consultation. C'est pas ça. Il faut qu'on parle avec les gens. Il faut qu'on dise aux gens, on peut vous aider. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes la star de Matin Bonheur. Hein? Bon, je sais pas. Non, je vous informe. Hein? Tous ceux qui nous voient, l'équipe de production. Bien sûr. Et docteur. Oui. Et docteur. Et docteur K-Félix. Non, en tout cas, merci pour vos docteur, c'est lui qui montre les secrets pour attraper les hommes ou les femmes. Mais tout à fait. Il faut qu'on revienne sur une série comme ça. Non, franchement, hein? Les gens nous relancent. on va en parler, Mariam. J'ai donné un programme. La régie va nous dire ce qu'il faut faire chaque 15 jours. Donc, okay, alors, on va tordre le cou un peu à l'équipe. On tord un peu le cou. Oh. C'est-à-dire, on triche et puis on remet un programme un peu. Oui. Comment attraper les hommes, comment attraper les femmes. Oui. On va écrire sur la carte de visite, docteur, attrapeur des femmes ou des hommes. C'est intéressant. C'est ça. Docteur, on vous joue comment? Alors, donc, je donne 2 numéros pour ceux qui sont intéressés par cette alimentation. C'est le 07 90 09 83 ou bien le 05 69 21 97. D'accord. Mariam, merci infiniment. Non, docteur, attendez. Oui. Actuellement, il pleut. Le temps est gris, tout ça. Ça favorise peut-être des énergies négatives entre les gens parce que le temps... Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec la pluie actuellement, là, avec le temps, là, il faut boire tous les matins un verre d'eau tiède avec du citron. Non, pour attraper... Voilà, en fait. Tous les matins un verre d'eau tiède du citron. Pour attraper l'homme ou la femme. Pour attraper l'homme ou la femme. Pour attraper... Mariam, vous me posez un dilemme. D'accord, donc vous réfléchissez puis vous nous dites... Non. Il faut que vous trouviez avec la direction, vous me donnez 1 heure de temps, Mariam. Je ne sais pas comment vous allez faire. Vous allez voir avec le chef du plateau pour que je vienne ici vous expliquer toutes ces choses-là en profondeur. Voilà, j'ai vérifié certaines choses et puis je vais vous les proposer. Mais et si je vous prenais en invité de la matinale? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. On en discute juste après. Merci Mariam. Merci à vous. Merci mon frère. Merci donc à très bientôt. À bientôt. Alors, nous avons un spot sur le lavage des mains. Vous le savez, c'est important, cette vigilance par rapport à l'hygiène, notamment. Et juste après, nous allons avec M. Jean-François Kouassi, qui est assistant en communication à l'ONG GrandeSécoles.net, et nous parlons de comment réagir face aux reproches et conseils, toujours dans le cadre des élèves, des étudiants, de la fin de l'année, des examens et diplômes. À tout de suite. Mon
Maman, voici la maman. Oh, la maman de Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivre les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. De retour en studio, merci de nous suivre. Docteur, non pas docteur, monsieur Jean-François Kouassi. Peut-être que vous êtes docteur? Non, pas encore. Non, pas encore, c'est une Ça profession. viendra. Alors, assistant en communication à l'ONG GrandesÉcoles.net, comment réagir face aux reproches et conseils? Effectivement, voilà. C'est toujours dans le cadre de la famille, de l'éducation. Voilà, aujourd'hui, avec les jeunes gens, vous savez très bien que il n'est pas rare d'entendre les « moi, je n'aime pas qu'on parle sur moi » ou bien il y en a beaucoup pour aller étudier. Il faut forcément qu'il y ait un parent qui va donc imposer cela à l'enfant pour lui demander d'aller étudier. Ou alors, lorsqu'on leur fait des reproches ou qu'on leur donne des conseils, on entend souvent les je m'en fous » ou simplement « c'est pas grave ». Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont vraiment horreur des conseils, encore plus même des reproches, si bien que personne, ni même papa ou encore maman, ne peut s'aventurer à leur reprendre ou même à leur donner des conseils, quel que soit ce qu'ils font de bien ou de mauvais, bien sûr. Et d'un autre côté, il y a aussi d'autres jeunes gens qui ont l'impression que rien de ce qu'ils font n'est jamais suffisamment bien pour leurs parents. Donc, ce sont autant de situations qui peuvent créer des conflits dans la relation parents-enfants. D'accord, très bien. Alors, qui a raison, qui a tort? Tout le monde a raison, tout le monde a tort, mais c'est la manière dont on gère les reproches, dont on gère les différents conseils qui peut créer problème, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'aime ce qui fait mal. Les adolescents non plus, bien sûr. Non seulement ils sont en plein apprentissage et par conséquent susceptibles de commettre des erreurs, mais dans le même temps, ils n'aiment pas les reproches, ils n'aiment pas les conseils. En fait, ils sont nombreux à ne pas aimer ni le reproche, ni les conseils. On se souvient encore de la jeune fille de 16 ans. On va faire une courte pause. On revient juste après. Nous avons une page de publicité, 17h30.